Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Nous retrouvons nos protagonistes dans le cimetière de Waldheim où ils ont découvert, caché dans un mausolée qui semblait fermement scellé, un véritable charnier de corps exsangues et compactés avec violence dans un cercueil. Toshizo et Harold se trouvent à l'intérieur car leur connaissance médicale les avait poussés à inspecter les cadavres. Matthew, Ida et Benjamin étaient dehors. À la fin de notre précédente session, Matthew avait clairement perçu du mouvement, plus loin dans le bosquet, mais à peine avait-il pointé du doigt la direction que Benjamin s'était empressé de courir dans celle-ci. Il n'a pas vu la silhouette que Matthew a dit avoir aperçue, mais il ne semble pas laisser passer une chance de résoudre cette affaire. Il traverse plusieurs buissons, écarte les branches sur son passage et se retrouve rapidement face à la clôture grillagée qui fait tout le tour du cimetière à hauteur de torse. À gauche, un chemin de terre et de gravier qui longe la terre consacrée, et de l'autre côté, on trouve une longue bande de bitume bordée par de la verdure et un petit établissement scolaire constitué de 2 bâtiments tout en longueur et dont le parking est bien entendu entièrement vide à cette heure de la nuit. Les autres, qu'avez-vous fait du coup suite à la réaction un peu épidermique de Benjamin ? Moi, je l'ai regardé courir. J'ai fait un œil dehors, hors du mausolée pour voir si je voyais quelque chose, mais il n'y a rien de particulier. Ouais, moi, je suis dans le mausolée avec Toshizo, donc à part d'essayer de regarder par l'ouverture et de regarder Benjamin courir un peu précipitamment et me demander ce qui se passe, pas de réaction particulière. Et Mathieu, du coup, parce que c'est toi qui avais vu une silhouette et Benjamin est parti en courant. Je suis un peu interloqué par rapport à ça. J'ai vu la silhouette et Benjamin qui part d'un coup. Je suis un petit peu voilà, sans voix. Je reste à surveiller, mais je comprends pas trop. Du coup, Benjamin, tu te retrouves au niveau de la clôture grillagée qui borde le cimetière. T'as vu personne sur le chemin. Et là, quand tu tournes ta tête de droite et de gauche, les 2 chemins sont, semble-t-il, vides. Du coup, j'imagine que je fais un réflexe tout à fait humain, si je puis me permettre, que du coup, je pointe la torche, tu sais, genre à gauche, à droite, et c'est tout à fait un rayon de lumière de recherche, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, tu utilises la torche pour combler un peu les manques de l'éclairage public, parce que là, du coup, c'est des routes qui sont pas très bien éclairées. Malgré le faisceau lumineux, personne. Par réflexe, je pense que mon personnage est assez innocent dans sa manière de faire. Il n'est pas spécialement physique, il n'est pas spécialement entraîné ou quoi que ce soit. Par contre, il a vu des séries à la télévision, etc. Donc du coup, bêtement, il enjambe la clôture, sauf si c'est difficile pour lui. Non, c'est à hauteur de torse, hein, donc n'importe qui peut passer ça. Hein. Voilà, et du coup, je regarde si à gauche, il y a une distance qui amènerait à quelque chose pour se cacher. Comme je l'ai dit, sur la gauche, ça longe toujours le cimetière, donc ça revient un petit peu dans la direction d'où tu viens. Ouais. Et de l'autre, ce qui ressemble le plus à un bâtiment où on pourrait se cacher, Ouais, c'est l'école, quoi. C'est cette école. Elle est à peu près à 200 mètres de toi à ce moment-là. Et les bâtiments suivants sont beaucoup plus loin. Il faut vraiment traverser encore la rue pour retrouver un petit peu les rues plus urbaines de la ville. Ok. Benjamin est un peu idiot. Il s'y dirige. Je pense que c'est le côté un peu... j'ai pas l'expérience de ce genre de situation. À la moitié, je pense que les autres me suivent alors que j'ai même pas vérifié. Il éteint sa lampe torche. Et avant d'y aller, du coup, il essaye de se baisser. Je suis pas sûr qu'il soit très discret parce qu'il a pas l'habitude de le faire. Mais il se dirige vers l'école. D'accord, donc il essaye d'être discret. Oui.
Oui. D'accord, donc tu vas me faire un jet de dextérité plus furtivité, ce qui te fait 3 dés naturellement. Un succès. Du coup, Benjamin, après avoir passé la grille, commence à se diriger dans la direction de l'école, un peu voûté en avant pour paraître le plus discret possible. Pendant ce temps-là, les autres, maintenant, ça fait plusieurs minutes que votre compagnon a disparu, qu'il est parti comme une bille droit en avant dans la direction que lui avait indiqué Matthew, et il donne pas signe de vie. Donc j'imagine que Toshizo et Harold sont peut-être sortis du mausolée. Toshizo et Harold ont fini leur étude. Oui, voilà, la dernière fois déjà, ils avaient pu constater que les corps étaient particulièrement abîmés. C'était difficile de savoir s'il s'agissait de vieilles personnes parce que dans le processus de les entasser dans le cercueil, la personne avait brisé les os, abîmé les chairs, mais tout ça sans vraiment répandre de sang parce que les corps étaient exsangues. À la rigueur, est-ce qu'il y a des cheveux? Enfin, est-ce que c'est des corps qui ont des cheveux? Certains, oui. En tout cas, dans la masse assez atroce, des mèches de cheveux ici et là. Et elles ont l'air colorées ou plutôt blanchies, pour ce qu'on peut en voir. Au niveau des couleurs, je vais dire que la majorité semble tendre plutôt vers le gris, même si il y a des mèches ici et là qui ont l'air brunes ou noires. Rien de très surprenant en somme, c'est plutôt ce à quoi on s'attendait a priori. On avait fait part de nos conclusions? Vous étiez en train d'inspecter pendant que les autres attendaient dehors, et c'est à ce moment-là que Matthew a vu quelque chose et Benjamin est parti. Dites, je vous signale juste que Benjamin a couru on ne sait pas trop quoi et on ne le voit plus. Et vous pensez que c'est une bonne idée de le laisser tout seul? Non, je pense pas. Comme on avait dit qu'on resterait en groupe, ce serait peut-être mieux de décider ce que l'on fait maintenant. Vous avez pu tout vérifier ce que vous vouliez? A priori, c'est des personnes âgées dans la majorité, elles ont été vidées de leur sang. Ça corrobore. En attendant, il faudrait peut-être se presser et essayer de le rejoindre, non? Oui. Donc Toshizo pointe le caveau du doigt, même si c'est pas forcément grand monde qui doit le voir. Je pense qu'il vaudrait mieux pas laisser ça comme ça. Comment pourrait-on... Bah, au moins refermer la porte à minima. Oui. Ça va être compliqué de faire disparaître les cœurs tout de suite, mais on pourrait réfléchir à comment faire ça plus tard à la rigueur. Est-ce qu'on peut retirer la porte et la rebloquer? Alors vous pourriez peut-être essayer effectivement de tirer la porte pour la remettre en position. Visiblement, la personne qui fait usage de cet endroit doit avoir l'habitude justement de la bloquer de cette manière. On tente de la refermer, il faut quand même éviter qu'il se doute de quelque chose aussi. Et qu'il s'amuser à les cacher ailleurs. A priori, si c'est lui que Benjamin poursuit, il sait qu'il est repéré. Si, c'est lui. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui traîne au milieu du cimetière la nuit. Moi, je suis comme Saint Thomas, hein. Je crois que ce que je vois. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut lui courir après pour savoir un peu ce qu'il a vu et ne pas le laisser trop longtemps tout seul. Mettons-nous en route. On ferme cette porte, je la tire, Vous avez refermé le cercueil, je pense, d'abord. ça peut être pratique. Après, Ida se charge de refermer la porte. Elle est obligée de s'appuyer un peu sur la pierre avec un pied pour tirer le plus possible. Mais en forçant un petit peu, la porte retrouve son emplacement en grinçant et en faisant traverser la nuit par comme ça un bruit métallique très désagréable. La discrétion repassera, hein. L'avantage, vous êtes au milieu d'un cimetière, il n'y a pas normalement beaucoup de voisins. Bon, allez, on y va. Du coup, Matthew et Harold, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'on suive et qu'on aille chercher Benjamin. Ouais, tout à fait, dans le même optique. Avec beaucoup d'empressement. Vous commencez à emboîter le pas de Benjamin et Harold. À mesure que tu t'avances dans la même direction que lui, tu commences à te sentir un petit peu mal. Tu portes une main à ton front et quand tu la places après devant tes yeux, tu te rends compte qu'elle est teintée d'une sueur sanglante. Ton cœur est inerte, forcément, tu es mort, mais tu entends tout de même l'écho agressif de ces battements rapides qui vient heurter tes tempes. C'est comme si la peur prenait possession de toi, mais tu sens bien que cette peur, elle est étrangère.
C'est pas quelque chose dans ton environnement immédiat qui la justifie. T'as l'impression que cette peur a été imposée par quelque chose que tu ne comprends pas et qui t'échappe un peu. Et ben du coup, je commence à paniquer et à montrer des signes d'angoisse. Je bouge dans tous les sens, je pousse des petits cris, ma respiration devient un petit peu bruyante. Hé Harold, comment vas-tu là Qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas bien, ça va? Ça va, continuons, ça va aller, ça va aller. T'es sûr? Tiens, on y va, il faut retrouver Benjamin, vite, vite. Allez, on continue. Harold se concentre et parvient à poursuivre son chemin, mais c'est vrai qu'il a encore un petit peu dans l'arrière de sa tête ces pensées-là qui tournicotent un petit peu et il a du mal à s'en détacher. Vous traversez tous l'espèce de petit bosquet dans lequel se trouvait le mausolée et vous retrouvez à votre tour, comme Benjamin avant vous, au niveau de la grille qui sépare le cimetière de la route. Comme lui, vous pouvez voir que sur votre gauche, il y a un chemin de terre qui longe le cimetière et de l'autre côté, on voit une route bordée de verdure qui mène à un établissement scolaire tout en longueur. Il n'y a pas de traces de talonnettes dans le chemin de terre à gauche. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de traces sur le chemin de terre, alors qu'effectivement, il fait un petit peu humide encore et ça serait assez visible normalement. C'est plutôt des traces de roues qui s'y trouvent. Et on n'entend rien de spécial? Pas de bruit, c'est la pleine nuit. Il y a un peu des bruits d'animaux parce que forcément le cimetière et les alentours, comme il s'agit d'une partie un peu plus naturelle et qu'il y a pas mal d'espaces verts tout autour du cimetière et de l'école, du coup il y a beaucoup d'animaux, d'insectes et de choses comme ça. Donc il y a un bruit qui fait penser plus à la campagne que la ville, mais on entend quand même au loin parfois des véhicules qui roulent dans les rues un peu plus lointaines. Moi, je propose qu'on se dirige vers le bâtiment, là. Alors, Benjamin, on va revenir à toi. Tu t'es approché de l'école, à une vingtaine de mètres de celle-ci. Tu peux passer l'entrée et te retrouver immédiatement dans le parking vide, mais toujours aucune trace de ton fuyard. Comment tu procèdes pour essayer de le retrouver potentiellement? Bah pareil, il a aucune expérience, donc je pense qu'il va faire les premiers réflexes d'après son expérience, sa pseudo-expérience policière. C'est-à-dire genre regarder sous les voitures, tu sais, pour voir s'il voit des pieds derrière. Alors, il n'y a pas de voiture sur le parking à cette heure-ci de la nuit. Il y a vraiment personne, hein. Oui. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher au niveau du parking, il n'y a pas un transfo, un bosquet à côté du parking. Au niveau du parking, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Par contre, tu peux voir que l'établissement est composé de un bâtiment principal qui semble être celui où il y a les salles de classe et qui possède un étage. Il y a un autre bâtiment qui le jouxte et qui a l'air d'être un peu la partie administrative. Et il y a un plus petit bâtiment presque carré qui a l'air d'être une sorte de local d'entretien, probablement là où tout ce qui est tondeuse à gazon et différents ustensiles pour entretenir le périmètre de l'école sont stockés par les hommes qui s'en chargent. Ok, est-ce qu'il y a un bâtiment dont les volets sont abaissés? Les stores sont tous baissés au niveau de l'école. Par contre, le bâtiment administratif ne possède pas de store. Ce sont des rideaux qui sont tirés à l'intérieur. Et le petit bâtiment de stockage, on peut voir quelques petites lucarnes ici et là qui permettent d'apporter un peu de lumière à l'intérieur, probablement. Mais globalement, c'est un bâtiment qui est plutôt clos. J'utilise ma vigilance complètement hors norme pour essayer de voir si je vois quelque chose d'une manière globale sur les trois bâtiments. Alors, qu'est-ce que tu entends par vigilance complètement hors norme, vu que ton personnage a 1 point de vigilance et n'a pas pris la discipline d'Ospex? Ouais. Donc, du coup, voilà, j'entends beaucoup d'ironie. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, les toréadors sont plutôt connus pour leur pouvoir de vision et leur maîtrise des sens, mais c'est vrai que jusque-là, les pouvoirs vampiriques chez Benjamin se sont plutôt manifestés au travers de son charisme hors norme et assez peu dans sa perception. Tout à fait. Mais donc du coup, j'imagine que je peux quand même essayer.
tu peux essayer effectivement de chercher des choses. Ce serait un jet d'astuce plus vigilance. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Des mouvements et du son. Très bien, lance tes dés. 2 succès. Alors qu'il commence à traverser le parking et à regarder un petit peu les bâtiments et les alentours, Benjamin se rend compte que la porte du local de jardinage, etc., est entrouverte. Ça pue. Du coup, je vais y aller parce qu'il est débile. Enfin, disons, inexpérimenté. Par contre, je regarde si les autres me suivent. Donc... Alors derrière lui, immédiatement, il voit personne. Par contre, si son attention se porte vers le cimetière plus loin, il les voit en train de sortir du bosquet et de passer le grillage. Ils t'ont pas encore repéré pour le moment. Mais moi, je vais les repérer de loin, Pierre, donc tu vois bien qu'on est là. Mais effectivement, oui, je pense que les yeux de Toshizo se repèrent de loin. Ouais, mais du coup, moi, si je me mets un petit peu caché par rapport au bâtiment, mais que j'agite mes bras pour me faire repérer là-bas, je pense que je me ferai repérer par éventuellement quelqu'un qui sera aux alentours de moi, quoi. Non ? Peut-être. Ok, du coup, moi, je ne fais rien. Je regarde s'il se dirige vers la localisation où je suis. J'attends, tout en surveillant l'école. Très bien. Donc Benjamin attend. Pendant ce temps-là, les autres, vous commencez votre avancée en direction de l'école. Ida ayant suggéré que c'était la direction à prendre. Et quand vous arrivez à hauteur du parking, vous pouvez voir que Benjamin se trouve là, effectivement. Il se trouve debout en plein milieu de l'entrée de l'école, entre les bâtiments qui forment un espèce de U, et il a l'air d'attendre. Est-ce que je les vois ? Oui, toi tu les vois. Eux, ils t'ont pas vu immédiatement parce que de loin, t'es dans le noir, t'as pas allumé ta lampe torche, etc. C'est compliqué de te repérer de loin. Maintenant qu'ils se sont rapprochés, en plus, il y a quelques lampadaires dans la rue, là, ça devient plus facile de te repérer. Donc effectivement, ils te voient, vous vous voyez là. Je leur fais le geste typique où je leur dis de venir, c'est avec la main qui vient vers moi. Et par contre, je monte un doigt devant mes lèvres en montrant la porte entrouverte du local. Et évidemment, j'ai dégainé mon arme. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu as trouvé? J'essaye de parler doucement. J'ai vu que la porte, elle était ouverte au niveau de... Je pense que c'est un local entretien pour le personnel d'ici. Et là, je vois pas où est-ce que le fuyard a pu se cacher ailleurs. Donc j'attendais plutôt les renforts par votre présence. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir dans le local ou quelqu'un peut voir ailleurs. Tu as vu quelque chose? Non, c'est Mathieu qui a vu quelque chose. Et toi? Non, moi j'ai rien vu. J'ai réellement vu qu'une ombre passer rapidement, ce qui m'a surpris, mais je n'ai rien vu d'autre qui pourrait nous aider en tout cas. C'est la seule piste qu'on a. Et puis une ombre qui apparaît furtivement alors qu'on vient d'ouvrir un caveau avec pas mal de cadavres entassés. Excusez-moi, mais je prends, même si c'est louche, je prends quand même. Je suis pleinement d'accord. Alors que les autres sont en train de parler, autour de lui, Harold perçoit de longs membres griffus, faits de bois et de métal qui menacent de s'abattre contre lui, mais qui n'en font rien, restant plaqués sur leurs emplacements au mur. Il a l'impression que l'espace s'est resserré sur lui et une odeur entêtante s'infiltre dans ses narines. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée mêlée aux vapeurs d'essence. Harold reprend pied, retrouve ses marques dans ce qu'il pense être la réalité, mais très clairement, ça ne lui était jamais arrivé et il a l'impression qu'il voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Harold, tout va bien? Je crois avoir vu quelque chose se dessiner quelque part. Je n'arrive pas bien à vous dire ce que c'est. Quelque chose a bougé. Je n'ai pas d'autre explication. Bon. En tout cas, il est étrange qu'il y ait cette porte ouverte à cet endroit-là, comme par hasard. Il faut effectivement qu'on aille voir à peu près aux alentours. Mathieu. Oui. Je me dirige accroupi vers Mathieu. Pas super classe non plus, mais... Tout le monde est debout, sauf Benjamin, du coup. Non, moi j'étais accroupi depuis le départ, donc je savais pas comment on était debout en mode youhou, on est là, coucou. Bref. Moi, c'est un peu ce que je visualise, là. Ok, donc les gars, vous êtes... Tout le monde debout et Benjamin ok. accroupi à leurs pieds. On a une belle image là, ouais. On a tous une belle image. Soupir. Très bien. Dis-moi tout. Mathieu,
Vous avez des expériences en art occulte, vu la boutique que vous avez repris. En histoire, en tout cas, occulte, bien sûr, oui. Essayez de voir si vous voyez si quelqu'un n'est pas en train de faire un quelconque art occulte sur Harold, s'il vous plaît. Parenthèse OMJ, je pense pas avoir cette compétence, monsieur l'MJ, par rapport à ça. Alors, là, tu pourrais faire un jet d'intelligence plus occultisme. Il me donne quoi en dé? Alors, ça te donne 7 dés. Ouh. Beaucoup de personnages à 4 en intelligence. Hein. Bon, on est tous super intelligents. Par contre, personne n'a de carte d'abonnement à la salle de sport. Les nerds. On sait même pas ce que c'est. Moi, j'ai un d'intelligence. Moi, j'ai une force alterne et de deux 150 d'intelligence, je chez suis moi. optimal. Mathieu a obtenu un critique de 7. Et du coup, Mathieu, du fait de ses connaissances un peu occultes, de ce qu'il a pu étudier sur les différents clans, leurs origines, les légendes qui les entourent, etc., se rappelle quelque chose soudainement. Ça lui était sorti de l'esprit, mais c'est vrai qu'il avait entendu dire que Harold faisait partie du clan malkavien. Et il se trouve que le clan malkavien est connu un petit peu pour ses visions et sa position d'oracle, souvent dans les cercles vampiriques. Mais ils sont connus aussi pour avoir une sorte de particularité qui se déclare plus ou moins selon leurs membres, qui fait que, comme si une toile était tissée entre eux tous, ils se communiquent, volontairement ou non, des informations. Et il est possible que si Harold expérimente comme ça des visions et des sensations qui lui sont étrangères, qu'elles proviennent de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, je me suis collé contre le mur et je me suis accroupi. Je pense que Harold, du fait de ses aptitudes de son clan, a peut-être ressenti, ou en tout cas ressent peut-être en ce moment, des choses, soit de cet environnement, soit des personnes qui sont peut-être à proximité de nous, et ce qui ferait qu'il est dans un état presque second. Cela veut dire que celui ou celle que nous traquons a peur. Est-ce que Harold, vous percevez quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur sa localisation? Et ça veut dire que c'est un malkavien, si c'est le cas. Je suis collé au mur, un peu recroquevillé sur moi, je suis pas trop réceptif. Et je commence un peu à avoir des mouvements, je me replie sur moi, je me tiens, et puis j'ai les bras qui tremblent un peu, qui bougent dans tous les sens, et puis je réponds juste il est là, il y a quelqu'un, il est là, il y a quelqu'un, il est là, il y a quelqu'un. Je peux essayer de le calmer, moi, avec ma révérence. La présence, ça te permettrait de capter son attention, mais pour calmer quelqu'un, c'est plutôt sang-froid plus empathie, et t'es pas mauvais là-dedans, hein. T'as 5 dés. Ouais, je vais essayer de le calmer. Ouf! Un succès, vas-y, explique, mais c'est plutôt efficace. Tu devrais parvenir à aider Harold à retrouver un peu ses esprits. Du coup, j'utilise les informations qu'a donné en Mathieu. Harold, ok, je le tiens bien par les épaules, ce ne sont pas vos émotions, ce sont les émotions d'un autre. Faites la part psychologique, séparez-vous, une distanciation mentale. On peut voir que je le fixe dans les yeux et que je retrouve plus ou moins mes esprits, mais toujours un petit peu sous le choc de ce que j'ai pu ressentir, mais on voit que, je veux dire, la vie revient dans les yeux, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas que mes yeux redeviennent dynamiques, en tout cas là, présents. Ça va mieux? Vous vous sentez mieux, Harold? Oui, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive. Là, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai vu des choses que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Nous ferons le débrief de tout cela après, au calme. Vous pourrez investiguer les dons de votre clan et la façon dont vous préparez, mais là, nous avons besoin au moins d'un petit indice. Si vous pouvez vous rappeler ce que vous avez ressenti, peut-être vu, ça nous serait d'une grande aide. J'ai ressenti une grande peur et des mouvements comme si des lointains souvenirs remontaient à la surface, à ma mémoire. Mais voilà, j'ai ressenti une grande peur qui m'entourait, qui m'empêchait de savoir même où j'étais ou que vous étiez à côté de moi. Voilà, c'est vraiment le sentiment le plus fort que j'ai ressenti sur le moment. Voilà, c'est cette peur.
Très bien, donc vous n'avez pas idée, vous n'avez pas vu quelque chose qui serait un indice autour de nous. Non, j'ai plus ou moins aperçu des mouvements, mais je serais incapable de vous dire si c'était des mouvements qui se sont passés ici ou dans ce que j'ai pu voir d'une autre manière, presque comme si j'étais dans une autre dimension. Maintenant que tu rationalises un petit peu plus, t'as l'impression, Harold, que ce que tu voyais, ça pouvait être des râteaux ou quelque chose comme ça qui étaient accrochés au mur et qui, à cause des ombres portées, te semblaient avoir des griffes interminables. Dans ces visions, j'ai eu l'impression que des grandes griffes étaient accrochées au mur, Des grandes griffes. des espèces de grandes griffes, des grandes mains à 5 doigts accrochées au mur. Vous voulez dire des outils? Bah, je pourrais pas vous dire. Il y avait pas un éclairage très précis, mais en tout cas, ouais, des 5 grandes griffes accrochées au mur, plusieurs, un peu partout, sur tout le mur. Je crois que nous avons la confirmation d'où se trouve notre cible. Ça corrobore, oui. Vu que j'avais rangé mon arme pour tenir les deux épaules de Harold, bah, là je ressors et je fais si quelqu'un se sent d'y aller avec moi, je vais aller dans ce petit bâtiment. Alors, avant toute chose, quand même, vu que on est extrêmement concentré sur ce qui se passe avec Harold et la porte ouverte, moi j'aimerais bien vérifier de l'autre côté pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui nous arrive dans le dos pendant qu'on prête pas du tout attention. Toshizo fait un tour rapide du bâtiment. Ce local technique a l'air d'avoir une seule entrée. Alors, Toshizo, avez vu quelque chose? Rien à signaler. Alors, comment est-ce qu'on s'organise? Je dégaine mon arme comme un inspecteur de police quand j'ai joué dans un rôle à un moment donné. Donc en fait, en réalité, les inspecteurs de police ne font absolument pas comme ça. Mais du coup, je m'avance, un peu de côté, un peu de profil, légèrement crabe, quoi. L'arme dirigée vers la porte et je m'avance. J'essaie d'utiliser tout mon charisme, de me rappeler quand je tournais une scène. Mais bon, clairement, je suis pas rassuré du tout, quoi. Comme il y a très peu de fenêtres, je me cache pas particulièrement. Par contre, j'essaye de pas faire trop de bruit non plus. Je préfère rester un peu derrière, si ça ne vous dérange pas. Je ne crois pas être en capacité de pouvoir réagir très vivement. Ok, moi je reste derrière avec Harold, ça me semble. Si on vous entend crier, on viendra faire les cheerleaders. C'est à peu près ça. Concrètement, qui entre, dans quelle configuration, et est-ce que vous essayez vraiment d'être discret? Moi, j'essaie d'être discret. Je passe devant, car de toute façon, il n'imagine pas que Ida puisse le plier d'un bras. Donc, il fait son galant homme qui passe en premier. Et avec l'arme, et tu sais, c'est le personnage qui rentre dans un lieu sombre avec une arme à feu, genre je regarde à gauche, je regarde à droite. Tu vois. Je mets l'arme bien devant pour qu'on me la pique. Oui, par exemple, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ida et Matthew sont juste derrière lui alors. Bah oui, l'alarme, tant qu'à faire, on le laisse passer devant. Oui, exactement. Et moi, je m'engouffre et Par galanterie, je resterai à l'arrière. je fais la tranche de jambon entre les deux. Voilà. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas un objet, genre une manche de pioche, quelque chose où on pourrait choper, parce qu'on est tellement puissant et armé qu'on ne sait jamais, ça peut quand même être utile. Alors, vous poussez légèrement la porte qui grince un peu et vous rentrez à l'intérieur. Vous vous rendez quand même compte assez rapidement qu'il fait très sombre. On n'y voit pas grand-chose. Et les quelques ouvertures sur les côtés ne laissent filtrer que peu de lumière à l'intérieur. Il y a tout un tas d'étagères un peu partout. Il y a également une espèce de petite cage grillagée avec un cadenas. Et à l'intérieur, il y a tout ce qui est grosses machines coûteuses. Donc les tondeuses à gazon, les souffleuses, etc. Tout le matériel de l'entretien. Sur les murs, à droite, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'outils qui sont accrochés. Des pelles, des pioches, des râteaux, des choses comme ça. Ok, bah, je regarde aussitôt de l'autre côté. Dans le noir, tu vois rien de particulier. La pièce a l'air d'être... outre tout ce qui la charge et qui fait que c'est quand même un bon gros débarras, la pièce a l'air d'être plutôt vide. Est-ce qu'il y a ça dans une autre pièce derrière, on peut pas voir? Ida ne remarque rien non plus. D'accord.
t'as l'impression que c'est la pièce entière et que dans la pénombre, il n'y a personne. Matthew, toi, tu vois un homme, ou plutôt une sorte d'adolescent de grande taille, avec des cheveux bruns, filandreux et sales, qui se trouve face à toi, affaissé sur lui-même dans une position un peu craintive, ses longs bras en protection face à vous. Il est collé dans un coin, vraiment recroquevillé sur lui-même. Ses vêtements sont sales et usés, et il semble dans un piteux état. Il a l'air de se serrer contre lui-même, de se cacher avec ses bras, et d'attendre que le moment difficile passe. Tu es le seul à le voir. Clairement, tu perçois que c'est pas normal, qu'il y a un sort qui est à l'œuvre, et que du coup, ici, cet adolescent utilise des techniques d'occultation pour se rendre invisible à l'esprit de tes camarades. Mes camarades, attendez-moi 2 secondes. Restez ici sur place, s'il vous plaît. Et je me dirige vers l'adolescent. Sans leur préciser quoi que ce soit. Comment vas-tu? Y a-t-il un problème? Tu te caches de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu fais un geste dans sa direction ou juste en t'approchant, tu commences à dire tout ça? En m'approchant. Alors que tu dis ça, il lève un petit peu la tête de ses mains et il te regarde droit dans les yeux. Dans l'obscurité, avec le peu de lumière qu'il y a autour, il y a à peine un reflet qui y apparaît, mais tu vois qu'il est vraiment terrifié. Et il reste mutique pour le moment. Il a l'air vraiment de vouloir rester le plus discret possible. Par contre, son regard, tu peux voir qu'il va et vient entre toi et la sortie. Tu veux bien échanger avec moi? Est-ce que tu souhaites me parler de ce qui ne va pas, ce qui te terrorise? Les autres, du coup, vous voyez comme ça Matthew, qui a avancé un petit peu dans la pièce et qui semble parler tout seul. Je vois que Matthew a l'air de tenter la diplomatie. Donc, je vois pas le gamin, donc, mais la diplomatie. Donc, du coup, je montre ma veste que j'ouvre et je glisse mon arme dans le holster. Donc, du coup, tu fais appel à révérence. À révérence. Donc, révérence, c'est un pouvoir de niveau 1. Du coup, ça ne te coûte pas du sang pour l'activer. Et révérence, ça ajoute ton niveau de présence à tes jets sociaux, à tes jets de charisme. Sachant que toi, tu as 3 en présence, ça ajoute donc 3 dés à toutes tes actions en lien avec le charisme. Cependant, on a Ida qui va me faire un jet de défense, en fait. Ida va me faire un jet d'esprit résolu. Grâce à esprit résolu, ce genre de petit tour, tu as une forme de résistance, et quand quelqu'un utilise ce genre de pouvoir autour de toi, tu as automatiquement un jet de résistance pour voir si le pouvoir fonctionne sur toi ou pas. Ok. Benjamin va faire manipulation plus présence, et Ida va faire sang-froid plus intelligence plus 1. Benjamin a fait 2 succès sur son jet de révérence, alors qu'Ida a fait 3 succès sur son jet de défense. Ce qui fait que quand Benjamin se concentre pour focaliser ses pouvoirs dans son charisme et se donner vraiment un air de sympathie extraordinaire, Matthew tend un regard vers l'arrière et semble fasciné par l'aplomb et le charisme de Benjamin quand il s'exprime. Il semblerait que l'adolescent qui se trouve à côté de lui baisse légèrement les mains pour regarder ce que dit Benjamin et l'écouter attentivement. Il a l'air captivé. En tout cas, Matthew peut le voir. Ida, par contre, perce immédiatement les mystères de cette illusion et se rend bien compte que Benjamin utilise un artifice pour se rendre plus charismatique. Du coup, que dit Benjamin? Comment il essaye de convaincre le Malkavien de sa bonne volonté? Nous sommes tes alliés. Nous sommes venus ici pour justement te protéger et te faire part que des gens se sont rendus compte de tes actions dans le cimetière. Il faut que tu nous crois. Nous appartenons, nous aussi, à la même espèce que toi. Benjamin s'exprime comme ça et Matthew peut voir, en reportant son attention sur l'adolescent, que celui-ci a un peu baissé ses gardes. Benjamin va me faire un jet de charisme plus persuasion, du coup, plus son bonus. Du coup, ça fait 10 dés. 7 succès. Résultat exceptionnel.
Ida et Benjamin voient le jeune homme apparaître sous leurs yeux. Il est toujours dans cette position un peu défensive. Ce jeune homme un peu malingre, mais très grand, avec des membres très longs. Par contre, quand il ouvre la bouche pour s'exprimer et dire « Me faites pas de mal, s'il vous plaît », on peut que constater au passage que son visage émacié et d'un blanc maladif est associé à des dents qui sont dans un état déplorable, comme si elles avaient été cassées. Hey, pas de panique. On ne te veut pas de mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Michael. Michael. Comment es-tu arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? J'en sais rien, mais qu'est-ce que vous faisiez dans la tombe de papa? Qui es-tu, Michael? C'est quoi ton nom de famille? Je m'appelle Michael. C'est tout? Qui est ton père? Vous étiez dans sa tombe? C'est papa? Et que faisais-tu dans cette tombe? C'est sa tombe, c'est tout. Michael. Je me présente à mon tour. Je m'appelle Ida. J'habite cette ville. Et nous sommes venus avec mes amis ici pour voir si tout se passait bien et s'il n'y avait pas de problème. Et ici, donc, c'est la tombe en question, c'est la tombe de ton père. Oui, c'est ça, oui, c'est papa. C'est-à-dire, c'est lui qui vit dedans ou c'est lui qui l'entretient? Non, il est mort. C'est sa tombe. Et tu te rendais dans ce cimetière, pourquoi? Je sais pas, j'aime bien y rester. Tu aimes rester devant la tombe, dans le caveau? Oui, je vais voir la tombe, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir, Michael? Il s'est passé quelque chose de particulier ce soir? Je vous ai vu, c'était vous, hein. Je vous ai vu, vous étiez dans la tombe de papa. Ça m'a fait peur. Mais pourquoi? T'as déjà eu des soucis au cimetière? J'ai cru que vous vouliez me faire du mal. Moi, je montre mes propres dents et je dis, qui est-ce qui t'a fait ça? C'est lui, c'est l'ange blond. L'ange blond? Il se frotte le visage un petit peu comme un tic nerveux. À quoi il ressemble? Est-ce que tu connais son nom aussi? Non, je sais pas son nom. Il m'a fait du mal. Tu le vois souvent? Non, je suis parti. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais la dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? Oh, il a l'air de chercher tout ce qui est temporel, a l'air de beaucoup le perturber, et à chaque fois que vous lui posez des questions sur depuis quand il est là, ce genre de choses, à chaque fois ça semble provoquer une sorte de crise de panique un petit peu. Il a l'air d'être mis très mal à l'aise par tout ce qui a question au temps. Moi je sais plus. Michael, est-ce que tu voudrais nous accompagner, pouvoir échanger avec nous à un autre endroit que celui-là? On peut te protéger, Michael. Non, elle prend soin de moi. Et là, vous voyez que ses yeux s'ouvrent un peu en grand, en tout cas de ce que vous pouvez le distinguer dans le noir. Et il porte une de ses mains à sa tête, comme si il écoutait quelque chose. Finalement, il vous dit elle m'appelle, je dois y aller. Excusez-moi. Et là, vous voyez que il se porte en avant, d'abord à quatre pattes, puis se redressant petit à petit à mesure qu'il s'avance. Vous vous rendez compte alors qu'il est vraiment très grand. Il doit bien faire 1m90, 1m95. Il est beaucoup plus grand que la plupart d'entre vous. C'est pas un petit Michael en fait. Par contre, le petit Michael, oui, il a des bras très maigres. Il a l'air d'être passé dans l'autre vie alors qu'il était vraiment dans un état assez mauvais, hein. Il est malingre, il a les traits tirés, ses dents qui sont cassées, ses cheveux sont dans un sale état. Ça a l'air d'être quelqu'un qui, au moment de son étreinte, était vraiment dans un sinistre état. Sachant que l'étreinte, en fait, vous fige dans l'état dans lequel vous vous trouviez avant celle-ci. Par exemple, si vous aviez une main en moins avant d'être étreint, cette main ne repoussera pas malgré vos pouvoirs vampiriques. C'est comme si vous étiez fixé dans le temps.
pareil, vos cheveux sont fixés, c'est-à-dire que si vous vous coupez les cheveux, la nuit suivante, vous vous réveillerez avec la même coiffure que la veille. Voilà, c'est pour ça que les vampires punk ont beaucoup de mal à se cacher. Question juste sur son habillement, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? C'est difficile à dire parce que là, les vêtements qu'il porte, c'est un jean un peu usé, notamment avec des traces de terre, des trous ici et là, un peu de saleté, et une espèce de chemise à carreaux qui est un peu trop large pour son corps et qui lui donne un peu une allure dégingandée. Et dans son discours, c'est pareil, il n'y avait pas de choses qui nous faisaient penser qu'il était plus vieux, enfin en tout cas qu'il venait d'une époque un peu plus lointaine. La manière dont il s'exprime vous donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'enfantin en lui. Il a commencé à se redresser et il se dirige vers la sortie. Est-ce que vous lui laissez le passage libre? Comment ça se passe? Moi, je lui laisse le passage libre parce que je sais que sinon il va m'étaler. Et elle m'appelle, ça a l'air d'être d'un pouvoir vampirique, donc je laisse passer. Par contre, je dis aux autres, je fais, on le suit. Une fois qu'il s'est redressé sur ses jambes, vous voyez qu'il boite très clairement de la jambe droite. Visiblement une autre tare qui lui est restée à travers son étreinte. Les deux autres, Harold et Toshizo, qui étaient encore dehors, après avoir entendu un peu des voix intérieures, vous voyez cette grande figure, ce grand dadais à l'air un peu égaré, qui sort l'air un peu perdu, mais avec la détermination dans le regard et vraiment une direction fixée en tête. A priori, j'en étais pas très loin et je me suis rapproché pour écouter ce qui passait, savoir si je devais intervenir ou pas en fonction des bruits. Dans ce cas, vous avez au moins entendu des bribes qui font que vous avez l'impression que l'échange s'est passé convenablement, que le ton était plutôt cordial et apaisé. Il n'y a pas vraiment de nuisance sonore autour. T'as pas entendu de cris ou d'insultes ou de violence. De fait, je laisse passer. Vous voyez qu'il continue à claudiquer dans la direction de son choix. Il se dirige vers la route